Bonjour et bienvenue dans votre émission La Pause décoloniale. La Pause décoloniale, c'est votre émission dédiée aux réflexions et aux contributions des femmes sur la décolonisation du pays de Kanaki Nouvelle-Calédonie. Dans cette 3e édition, La Pause décoloniale continue ses rencontres à l'étranger et plus particulièrement avec les féministes haïtiennes. Cette semaine, rencontre avec Suzanne Joseph. Elle est journaliste féministe et militante et elle nous parle dans cette première partie de l'historique du féminisme haïtien et comment le mouvement a réussi à transcender la dichotomie de la société haïtienne. Cette entrevue se compose en 2 parties. Bonne écoute de cette première partie et bonne pause décoloniale. Avant de commencer cet entretien, un avertissement à nos auditrices et nos auditeurs. Dans cet épisode, il sera fait mention de violences sexuelles. Bonjour Suzanne Joseph, vous êtes journaliste et féministe haïtienne, vous avez contribué à la première publication de la revue À l'Assaut en 2021 sur le thème de la résistance. Aujourd'hui, nous aborderons avec vous le thème du féminisme haïtien, son histoire, ses conquêtes et ses défis. Il y a de nombreuses similitudes entre les défis du féminisme haïtien et le féminisme kanak, à savoir l'isolation linguistique avec la région et les travaux de recherche féministe, le même parallèle entre la lutte intérieure et la lutte extérieure, ou encore la difficulté de porter le combat féministe en même temps que la lutte pour l'indépendance. Cette discussion aujourd'hui a pour but d'apprendre, de découvrir et pourquoi pas de s'inspirer de toutes les expériences afin de créer nos propres chemins ici en Kanaki Nouvelle-Calédonie. Suzanne Joseph, bienvenue dans cette émission de la Pause décoloniale et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. On va commencer avec la première question. Est-ce que c'est possible d'avoir un rappel historique de la lutte féministe haïtienne qui s'échelonne tout au long du XXe siècle en fait? Alors, pour commencer, souvent les gens ils ont tendance à dire que la lutte féministe haïtienne s'échelonne sur tout le XXe siècle. En fait, il y a 2 courants, il y a 2 approches. Si on regarde le féminisme haïtien, il y a l'approche qui dit que le féminisme, son essence, si on regarde la lutte en soi, elle a commencé depuis les prémices de la révolution pour l'indépendance haïtienne. Il y a une autre approche qui prend à partir du moment où les femmes elles ont mis sur pied une organisation et structurée, etc., en 1934. Alors, si on veut prendre vraiment à partir de ce moment-là, ça a commencé. La première organisation à être enregistrée, officielle, etc., c'est la Ligue féminine d'action sociale en 1934 et qui vraiment, si on tient compte de l'implication et de la participation active des femmes, à ce moment-là, à réclamer le respect de certains droits, comme le droit de vote, le droit de travailler, ce genre d'appel. Parce que déjà, à ce moment-là aussi, même si les femmes étaient un peu, on est enclavées en Haïti, comme on a dit tout à l'heure par rapport à la langue, mais les femmes aussi, en 1934, c'était sous l'occupation américaine. Et donc, du coup, il y avait aussi une influence du féminisme, de la lutte féministe qui se passait aussi aux États-Unis. Et donc, on a eu cette influence-là. Et donc, du coup, les femmes, elles étaient impliquées, elles étaient actives pour le respect des droits. Et on peut comprendre pourquoi aussi ça a été possible malgré, en fait, quand j'ai dit ça a été possible, après plusieurs interventions, après plusieurs initiatives, après plusieurs formes de plaidoyer pour que cette Ligue féminine d'action sociale soit mise en place, voit le jour. Et donc, c'est la première ébauche, si on va dire comme ça. Mm-hmm. Et le féminisme haïtien a commencé à prendre un peu plus de poids et à se faire entendre un peu plus parce que dans la lutte contre, on va dire, dans la lutte contre l'occupation américaine en soi, des femmes aussi se sont engagées et des 2 côtés, on va trouver des femmes assez, comment je vais dire ça? Je n'aime pas utiliser le mot forte parce que oui. C'est un mot pour moi qui peut aussi avoir à double tranchant.
On va dire ça comme ça. Donc, on va trouver des femmes qui se font entendre et qui embrassent le mouvement de résistance contre l'occupation. Et donc, de 1915 à 1934, ces femmes, comme la mère aussi de Charlemagne Péralte, comme les femmes qui étaient on va dire, on appelle ça chez nous les Wanganègues de Charlemagne Péralte. Mm-hmm. Donc, il y avait des femmes qui ont embrassé cette lutte. On a senti que les femmes étaient vraiment présentes et que non seulement elles étaient présentes pour le respect des droits, ça veut dire toutes couches sociales confondues, hein. Oui. On a vraiment senti les femmes, il y a la deuxième approche tient compte de la lutte à ce moment-là. Au deuxième moment, on a senti que les femmes étaient vraiment et au devant de la scène. C'est dans les années en 1950. Évidemment, la lutte jusqu'à 1934, après l'occupation américaine, où elles ont obtenu le droit de vote. Bien qu'elles l'ont obtenu en 1950, ce n'est qu'en 1957, effectivement, qu'elles auront la possibilité de voter de manière concrète. Et les femmes aussi, on a commencé à les voir à chaque moment difficile de l'histoire du pays. Vous allez voir qu'il y a peut-être, elles sont les premières à attirer l'attention sur ce qui s'en vient et elles sont les premières aussi à être des victimes, mais elles seront aussi sur toute la ligne de toute révolte ou de toute à tenir tête dans les luttes pour le respect des droits. Pas seulement pour le respect des droits de la femme, mais pour tout respect de droits humains. En 1900, dans les années 1900, après 1957, où François Duvalier arrive au pouvoir, vous allez voir encore, ce sont les femmes les femmes seront parmi les premières à être au devant de la scène et à se battre contre le régime duvalieriste. Ce qui est assez important, je ne cite pas de date là tout de suite parce que je ne les ai pas sous les yeux, mais vous allez voir après tout le mandat de François Duvalier, vous allez voir, il y a des femmes qui ont été attaquées, même des femmes journalistes, si on prend le cas de Yvonne Hakim-Rimpel. La violence envers les femmes qui résistaient était beaucoup plus virulente que contre les hommes. Le régime Duvalier aura assassiné beaucoup de citoyens, mais c'est une double violence que les femmes ont subie parce que beaucoup d'entre elles ont été violées aussi. Au-delà du fait qu'elles ont été carrément assassinées, mais elles ont été violées. Après le départ de Duvalier, et c'est là aussi que le mouvement féministe haïtien, comme on dit, c'est un double combat, un combat pour les droits humains, mais un combat aussi pour ne pas être exclu, pour arrêter l'exclusion, et un combat pour le respect de leurs droits. Vous allez voir ces mêmes femmes, après le départ de Jean-Claude Duvalier le 7 février 1986, étaient encore au front à se battre pour ne pas être exclus dans le processus de démocratisation. Et donc, le 3 avril 1986, évidemment, il y a eu toutes couches sociales confondues, mais ce qui fait toute l'essence du 3 avril de 1986, c'est qu'il y a eu on va dire, un accord, il y a eu une entente entre les femmes qu'on pourrait dire d'une couche sociale plus élevée, on va dire celles qui étaient éduquées, etc., parce que aussi pendant tout le régime de Duvalier et bien avant, au niveau social, on a divisé le pays. Les gens qui vivaient dans les villes étaient bien mieux lotis que celles qui vivaient dans les milieux urbains. Donc, du coup, le 3 avril, vous avez là des femmes qui vivent, des femmes du milieu urbain, qui sont, on va dire, entre guillemets, éduquées, très éduquées, qui ont une entente avec les femmes des organisations, ce qu'on appelle les mouvements sociaux, les mouvements de base, qui ont une entente avec ces femmes. Et plus de 30 000 femmes de par le pays, et particulièrement à la capitale, ont manifesté et ont exigé à faire partie du processus de démocratisation. Et jusqu'ici, c'est pour ça aussi que le 3 avril, pour nous en Haïti, c'est la journée nationale de la femme haïtienne. Donc, les femmes après Duvalier, elles se sont battues pour ne pas être exclues. Donc, encore dans la lutte.
il y a eu toute la transition après le départ de Jean-Claude Duvalier qui a amené au pouvoir Jean-Bertrand Aristide en 1990. Et là aussi, en 1990, quand il y a eu, Aristide n'est pas resté au pouvoir assez longtemps pour, on va dire, moins d'1 an plus tard, et Aristide a eu 8 mois plus tard, je crois, ouais, pour être plus précis, 8 mois plus tard, il y a eu le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Et le coup d'État aussi a amené un autre temps pour les femmes. Il y a eu les putschistes et les frappes, comme on les appelait à ce moment-là. L'un des armes qu'ils utilisaient, c'était le viol pour les femmes. Le viol comme arme politique. Comme arme politique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu enfant. Donc, enfant, il y a eu toute la période des aigles d'eau. Les gens, ces groupes rentraient chez les gens. Et les premières choses, et c'était des actes vraiment traumatisants. Des viols, non seulement ils violaient, mais ils exigeaient que les viols aussi soient faits par des membres proches de la famille. Et ça aussi, les femmes ont commencé à se battre contre. Donc, vous allez retrouver, et là particulièrement, une série de féministes. Certaines ont dû s'exiler, mais il y en a d'autres qui sont restées et qui ont mené le combat avec le support de celles qui étaient exilées pour arrêter, non seulement pour faire entendre leur voix déjà, pour faire comprendre, pour dire à l'international, voici ce qui se passe. Parce que les gens n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passe. On était coupés. Avec l'embargo qui a eu lieu après le coup d'État, on était quasiment coupés de l'international. Donc, c'était aussi... Vous allez avoir encore une autre relation, un autre accord entre féministes exilés et féministes sur le terrain pour faire passer le message, dire ce qui se passe. Et ces mêmes femmes qui ont été au tribunal international pour dire ce qui se passe et pouvoir attaquer, faire comparaître, sinon pas physiquement, mais comparaître devant le tribunal international contre les putschistes, contre les frappes à l'époque. Avec le retour à l'ordre constitutionnel en 1994, après l'embargo, quand Aristide revient au pays, ces femmes aussi, il y a eu des victoires, hein? Toutes ces batailles, il y a eu des victoires à côté. On va voir. Haïti a ratifié la convention de Belém do Pará. Il y a eu la création du ministère de la Condition féminine et aux droits de la femme. Il y a eu la Commission nationale de vérité et de justice de 1994 à 1996, je crois, qui a pris en compte les crimes commis entre les femmes pendant le coup d'État militaire. Il y a eu les recommandations de cette même commission. Malheureusement, ces recommandations n'ont pas été prises en compte, mais le document existe. Et le mouvement féministe, en 1994, en 1997, après le retour d'Aristide, il y a eu le mouvement organisé à travers un tribunal international symbolique, le jugement contre la violence qui a été faite à ces femmes en Haïti. C'est symbolique parce qu'il n'y a pas eu d'accusé à proprement parler devant le tribunal, mais c'est symbolique parce que c'était le moment où des femmes pouvaient raconter, pouvaient témoigner de ce traumatisme énorme. Les femmes victimes, les survivantes ont pu témoigner de ce qu'elles ont vécu, de la violence, d'une forme de violence extrême, violence politique et violence domestique. Maintenant, les femmes aussi, quand il y a eu les remontées contre le président Jean-Bertrand Aristide à son deuxième mandat, on va dire à partir de 2000, ça a pris vraiment de la force en 2003, vous allez retrouver ces mêmes femmes féministes devant de la scène à se battre pour le respect de la Constitution, pour le respect pour le respect on va dire des structures politiques, pour le respect de rôle et responsabilités de structures politiques. Et ces mêmes femmes, elles étaient aussi au fond pour le départ de Jean-Bertrand Aristide en 2004. On va dire le gros coup
le coup qui a fait le plus de mal au féminisme haïtien, ce n'est pas quelque chose de politique c'est le tremblement de terre de 2010, où on a eu vraiment des figures de proue du féminisme haïtien qui ont perdu la vie. On va parler de Myriam Mellet, on va parler de Magali Marcelin. Beaucoup des structures physiques et beaucoup des leaders du féminisme haïtien ont perdu la vie et où beaucoup d'entre elles ont dû se déplacer parce qu'elles avaient besoin elles étaient en urgence médicale. Et malgré cet état de fait, après le séisme du 12 janvier de 2010, quand il y a eu une envolée de viols dans les camps, les premières à attirer l'attention sur cette envolée étaient les femmes. Les premières à attirer l'attention sur la mauvaise gestion des opérations de secours étaient les femmes. Et ces femmes sont restées depuis sur les fronts à se battre. Parce que, on va dire, depuis le 2010 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une descente significative aux enfers de la situation socio-économique en Haïti. À la seule différence, quand vous regardez des figures de proue comme Daniel Magloire, qui est encore là, vous allez avoir une génération de jeunes féministes d'avant qui prennent le relais ou qui viennent compléter, qui avec le support de féministes, de ces femmes féministes qui sont là depuis si longtemps, qui prennent le relais, qui continuent à porter le combat. Et puis, bon, c'est pas demain matin qu'on va s'arrêter. Et avec cette situation, comme j'adore le dire, nous, féministes, haïtiens, activistes pour les droits des femmes, activistes surtout pour les droits humains, on est là pour encore longtemps. Peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui peut nous arriver, qui peut déranger nos vies personnelles, c'est un héritage que nous chérissons de nos ancêtres, de nos aînés, et que nous allons porter, et que ce dont nous nous assurons maintenant, c'est qu'il y ait de jeunes féministes à prendre le relais après, plus tard. Merci beaucoup, Suzanne, pour ce rappel historique. Le 3 avril, c'est la Journée des femmes en Haïti, qui rappelle cette date que vous donniez tout à l'heure, celle du 3 avril 86, qui marque une entente entre différentes couches sociales, plus ou moins. En fait, il y a eu des travaux qui ont été publiés sur cette partie d'histoire, et je crois qu'il s'appelle Nadège Clerget. En fait, il y a eu, on va dire, une entente et entre les femmes, on va dire les femmes qui avaient déjà mis sur pied des structures du féminisme haïtien. Quand je dis structure, on va dire des structures genre légales, parce que c'était des structures qui ont été enregistrées. Et les femmes qui étaient dans les mouvements de base, dans les organisations de base. Donc, pas forcément enregistrées, mais qui existaient et qui avaient des activités de manière régulière. Oui. Donc, du coup, oui, il y a une entente entre ces deux catégories de femmes, et d'où le succès du 3 avril 1986 qui a été une manifestation nationale. Oui. Est-ce que c'est une dichotomie urbaine-rurale? En fait, la dichotomie urbaine-rurale, elle n'est pas forcément liée. On va dire, elle est haïtienne, d'accord? Donc, le féminisme haïtien se retrouve dedans, en plein. Et cette dichotomie, elle n'est pas uniquement haïtienne. Haïti en a hérité, elle est coloniale. Oui. Donc, il y a toujours eu cette partie de comprendre que le milieu urbain est extraordinaire, etc., et le milieu rural il est moins important. Et donc, du coup, les considérations par rapport d'importance, qui fait quoi, et on a toujours cru que le milieu urbain était bien mieux loti, plus d'écoles, plus d'ailleurs, jusqu'ici. Plus avancé. Plus avancé. Jusqu'ici, à Port-au-Prince, quand je dis Port-au-Prince, la région métropolitaine de Port-au-Prince, la capitale, et
concentre la majeure partie des structures et infrastructures politiques, économiques et culturelles du pays. Donc, c'est pas quelque chose que le féminisme en soi a créé. Et dans l'histoire d'Haïti en soi, ça a toujours existé. Et donc, le féminisme en a hérité aussi. Alors, mais si, sans vouloir être arriviste et quoi que ce soit, c'est peut-être la première fois aussi dans notre histoire, je veux dire, depuis que on n'a pas, parce que après notre histoire, on n'a pas pu construire quand je dis on n'a pas que Jean-Jacques Dessalines a été assassiné tôt, 2 ans après l'indépendance. Donc, le projet de société que Jean-Jacques Dessalines et son équipe a eu n'a pas pu avoir lieu parce qu'après l'assassinat de Dessalines, pendant tout le mois d'octobre, il y a eu des assassinats sur les ancêtres, sur les pères et les mères de la patrie. Donc, du coup, la société le projet de société qu'ils ont eu n'a pas pu voir le jour. Et ce qu'on a hérité après, c'est ce que le colon français avait déjà là. Mais sans vouloir être arriviste et faire la pompeuse, c'est peut-être le premier mouvement en Haïti. Je m'avance un peu dessus. Ce que je dis, il y a peut-être des erreurs après, mais je crois que c'est le premier mouvement qui aura mis ensemble ces deux, on va dire, qui les aura rapprochés et qui aura peut-être fait face à ce défi-là. Pouvoir rapprocher le milieu urbain et le milieu rural dans une cause commune. Oui. Est-ce que cette dichotomie a ralenti le mouvement féministe? Oh non, pas du tout. Je crois que c'est au contraire, c'est une force. Et comme je viens de dire, pouvoir arriver à les mettre ensemble, à organiser cette marche et à avoir toutes ces femmes venues de milieux ruraux et à pouvoir organiser cette marche. Et depuis, comme j'ai dit tantôt, le 3 avril est devenu la journée de la femme haïtienne. Pour moi, c'est une force, hein? Oui. Et crois-moi, aujourd'hui encore, elle n'est pas différente. Les organisations féministes, on travaille toujours en réseau avec les mouvements de base et que ce soit premièrement, et maintenant, il y a des organisations féministes qui sont particulièrement basées dans les zones rurales. Et deuxièmement, les organisations féministes haïtiennes, nationales, ont un réseau, on travaille avec les organisations de base exclusivement et femmes ou travaille avec les organisations féministes locales. Oui. C'est vraiment transcender ces différentes couches, en fait, qui ont pu exister. Le féminisme haïtien, en fait, se bat sur 2 fronts. Sur sa lutte pour son existence et sa lutte pour le respect des droits de la femme. Voilà. Et de meilleures conditions de vie. La lutte féministe est toujours à l'avant-garde de la lutte pour les progrès de façon générale dans la société. C'est exact. Ce qui arrive, et là encore, si vous le permettez, on va faire un petit coup. On va revenir en arrière sur quand j'ai dit au début qu'il y avait 2 approches sur l'histoire du mouvement féministe en Haïti et celui qui part du principe, ou celle qui part du principe de la création des premières structures formelles. J'en ai parlé un peu en large parce que c'est en 1934, on a eu la Ligue féminine d'action sociale qui a été enregistrée. Mais l'approche qui dit que les femmes, les premières résistances des femmes ont été à l'avant-garde pour la révolution pour l'indépendance du pays. Moi, je suis tout à fait en accord avec cette approche-là parce que les femmes à avorter, les femmes à espionner, les femmes à devenir des soldats, les femmes à devenir des marrons, elles ont toujours été à l'avant-garde. Et moi, ce que je dis aussi comme féministe, parce que non seulement je suis construite à partir de la pensée féministe, mais aussi je suis construite à partir de mon histoire. Et mon histoire est que je viens de ces femmes qui, pas une seule fois, pour ce qu'elles étaient dans leur vie antérieure à celles devenues des personnes qui ont été forcées à l'esclavage,
ces femmes, elles n'ont jamais hésité elles n'ont pas monnayé leur implication pour la révolution. C'est 400 ans de lutte, mais c'est 400 ans de génération de femmes à s'impliquer pour l'indépendance. Donc, partant de ce principe-là, je peux tout à fait comprendre que le féminisme haïtien, son essence même est de se battre. Et de se battre parce que l'histoire, quand tu regardes Haïti, c'est quand même un pays toujours à se battre pour son existence en soi. Oui. Aujourd'hui encore, quand vous regardez ce qui se passe, la situation sociale, économique et politique en Haïti, aujourd'hui encore, les gangs utilisent les viols collectifs. Donc, notre histoire en soi façonne notre lutte. Notre histoire en soi façonne l'obligation que nous avons de lutter sur les deux fronts. Parce que quand il y a ce genre de situation où qu'il y ait des coups d'État, qu'il y ait une dictature féroce, qu'il y ait la gangstérisation des villes, les premières victimes sont les femmes. On est doublement victime. On est victime de la situation sociale. Il n'y a aucune justice sociale en Haïti pour l'instant. Les affaires sociales, c'est quasiment morte. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, c'est quasiment un ministère mort. Donc, du coup, il n'y a pas de programmes sociaux pour une société, pour une société où on est plus de 52%. Il y a 52% de femmes en Haïti, on est plus de 52% de femmes. Il n'y a pas de travail. Donc, du coup, et comme je ne crois pas qu'on ait de chiffres officiels, mais je vais m'avancer à dire qu'on est entre peut-être 60 et 75% avec des familles monoparentales mères. Notre histoire, notre vécu ne nous donne aucune autre option que d'avoir à nous battre sur les deux fronts. Plus la situation est grave, et plus notre lutte pour le respect de nos droits, pour une justice sociale, pour des droits à la santé sexuelle et reproductive égale, pour les droits à l'éducation, plus la situation est grave, plus les droits humains sont quasiment inexistants, plus le respect des droits humains est quasiment inexistant, c'est plus notre situation à nous dégringole. Parce qu'écoutez, premièrement, il y a des kidnappings à profusion. On kidnappe les femmes, on les viole et on tue les maris, ou on tue les pères, ou on tue les fils. Maintenant, les gangs, ce sont aussi des fils, ce sont aussi des pères. Le fait que nous soyons au centre, il n'y a aucune autre option que de nous battre. Nous sommes au centre de la société. Donc voilà, c'est juste pour dire que nous sommes sur les deux fronts parce que notre histoire et notre situation nous imposent de l'être. À l'instant, c'était votre émission La Pause décoloniale, consacrée dans cette 3e édition à l'histoire du féminisme haïtien avec notre invitée Suzanne Joseph. La suite et 2e partie de cette entrevue sera diffusée le jeudi 20 avril. Merci à Suzanne Joseph d'avoir accepté notre invitation. Merci à Radio Jido pour la diffusion et merci aux contributrices de La Pause décoloniale et surtout, merci à vous chères auditrices et chers auditeurs pour votre fidélité. Merci et belle journée.